Bonjour à tous, merci de vous être connectés à ce webinaire. Donc, il est 10h01, on va peut-être attendre une toute petite minute, le temps que d'autres participants arrivent. En tout cas, très content de vous compter parmi nous pour ce matin. Donc voilà, une toute petite minute et on y va. Juste pour information dans le chat, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui connaissent Transatel, UBG, qui sont peut-être déjà clients chez nous? Sachez que dans le chat, Rama sera disponible. Donc, on va se présenter Galad et moi. Nous, on va s'occuper de présenter donc, le webinaire. Et Rama, qui est avec nous, pourra prendre vos questions. Comme ça, on pourra les poser à la fin du webinaire. Donc, si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les poser et on y répondra. Soit, si c'est en rapport avec ce qu'on dit, on pourra y répondre peut-être tout de suite. On verra avec Galad. Si c'est des questions autres, on pourra y répondre à la fin. Donc, il est 10h02. On va commencer. Je vois que les gens commencent à arriver. Donc, on est 7 maintenant. On va commencer et les gens prendront en cours de route. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter un webinaire concernant le roaming et en quoi le roaming va pousser les employés qui sont amenés à voyager à utiliser du Wi-Fi public et les risques qui sont encourus et surtout comment l'eSIM va pouvoir sécuriser vos données lorsque vous vous déplacez. Vous verrez, il y a des solutions qui existent. Donc, je me présente, je suis Kevin Schwab, travaillant chez Transatel depuis maintenant 18 ans, responsable commercial des offres UBG for Business. Et aujourd'hui, je suis avec... Bonjour à tous, donc Galad Siminik, je suis Product Manager au sein de Transatel également depuis maintenant presque 3 ans et du coup un plaisir de vous présenter ce sujet. Donc l'objectif du webinaire, ça va être vraiment de vous sensibiliser aux risques cachés du Wi-Fi public. Là, on a mis au risque, parce que c'est un risque en général, mais on aurait pu mettre risque au pluriel, parce qu'en fait, il y a plusieurs risques qui existent liés au Wi-Fi public. Ça, Gala va vous en parler juste après. Ensuite, on va vous montrer comment l'eSIM va pouvoir sécuriser et simplifier votre connectivité mobile lorsque vous voyagez, et d'ailleurs même quand vous êtes sur votre territoire. Comment ça va donner à l'IT la possibilité de reprendre le contrôle de la connectivité de tous les employés de la société, et en plus de ça, renforcer la sécurité et la productivité de vos collaborateurs. Donc, je vais laisser Galad vous expliquer quelques cas qui ont lieu il y a peu de temps. Merci Kevin. Donc on va, comme l'a très justement introduit Kevin, commencer par parler des cas du Wi-Fi public avec quelques exemples. Donc pour le premier, Dark Hotel. Vous avez sans doute déjà fait des déplacements professionnels et du coup avez dû aller dans un hôtel pendant le temps de votre séjour. Donc quand vous arrivez dans votre hôtel, vous avez sans doute le réflexe de vous connecter au Wi-Fi public. Et bien déjà avec ça, vous pouvez entrer dans une faille de sécurité et ouvrir la porte à de l'espionnage. Donc, Dark Hotel, c'est quoi? C'est une campagne d'espionnage qui a eu lieu et qui est encore un peu en cours, surtout dans les hôtels d'Asie-Pacifique, mais aussi un peu en Europe et aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle fait cette campagne? Elle exploite les réseaux Wi-Fi des hôtels, qui ne sont parfois pas assez sécurisés, donc exploite ces failles pour s'introduire dans ces réseaux et être déjà présent avant votre arrivée dans l'hôtel. L'objectif, cibler des dirigeants, des cadres supérieurs, des gens avec des informations sensibles et les cibler précisément. Ce n'est pas une campagne qui vise un volume important de gens, mais vraiment des profils bien spécifiques. Comment ça va fonctionner? Les attaquants, donc la campagne Dark Hotel, va infiltrer ce Wi-Fi de l'hôtel et compromettre son réseau. Le mode opératoire va être de cibler à l'avance du coup, des profils bien spécifiques avec directement leur numéro de chambre, vu que les attaquants sont déjà présents dans le réseau, ils ont certaines informations et peuvent préparer les attaques à l'avance, et vont cibler des personnes bien spécifiques. Une fois que ces personnes sont ciblées, lorsqu'elles vont vouloir se connecter au Wi-Fi de l'hôtel,
via leur numéro de chambre. Une page de connexion dédiée et qui simule une vraie page de connexion va être poussée à ces utilisateurs pour vérifier un peu leur niveau de sécurité et l'intérêt de l'attaque. Donc, cette attaque va être modulaire et seulement lorsque la personne est identifiée comme ayant des informations importantes, on va aller un peu plus loin et pousser des attaques, des malwares via une simulation de mise à jour légitime pour pousser des malwares, créer des backdoors qui vont permettre de récupérer des identifiants, des mots de passe, falsifier des certificats pour s'introduire dans la machine de l'utilisateur. Quel est l'objectif? Eh bien, comme j'ai dit, cibler des personnes bien spécifiques, des dirigeants, des collaborateurs de secteurs stratégiques, de la défense, de la recherche et l'innovation, recherche et développement, la finance, pour voler des identifiants, pour faire fuiter des secrets industriels, pour compromettre le SI de l'organisation. L'objectif, avoir de l'information, voler des informations dans un moment T, mais aussi s'introduire dans un site plus grand. Ces attaques vont permettre du coup de s'introduire et d'avoir de l'information tout de suite, mais aussi d'avoir une bague d'or qui va permettre de s'introduire plus largement dans l'organisation, peut-être même des mois après. La conclusion de cette attaque, c'est qu'on va cibler spécifiquement des profils et ne les attaquer qu'une fois, en étant déjà présent dans le réseau de Wi-Fi de l'hôtel. Ce qui fait que c'est très dur à repérer et on ne va jamais attaquer 2 fois la même personne au même endroit. Donc, très compliqué de savoir si on a été attaqué ou non. Le Wi-Fi officiel, du coup, est compromis et son niveau de sécurité n'est pas suffisant. C'est un premier cas qui montre que le Wi-Fi public peut présenter des failles de sécurité, même lorsqu'il est légitime. Un deuxième cas va être les attaques man in the middle. Donc, là, vous pouvez vous imaginer n'importe où. Vous faites un déplacement, vous êtes dans un café, vous allez dans un aéroport, dans une gare, vous êtes dans un centre de conférence pour quelconque événement, et vous allez vous connecter au Wi-Fi gratuit. Les niveaux de sécurité des Wi-Fi ne sont pas tous équivalents et dépendent vraiment de la configuration qu'on va y mettre. Donc, certains Wi-Fi sont ciblés pour, du coup, y attaquer et intercepter le trafic. C'est le principe de man in the middle. Cette pratique, elle est très courante en Europe et elle s'est professionnalisée entre les années 2020 et 2025, donc même encore maintenant, où les attaquants ciblent des endroits et des zones bien spécifiques pour attaquer un maximum de gens, mais aussi des secteurs bien spécifiques. L'objectif est, comme pour Dark Hotel, le vol d'identifiants, l'espionnage, compromettre des données financières. Il y a plusieurs techniques qui peuvent être mises en place, allant de level twin, donc de dupliquer le nom d'un Wi-Fi public pour le simuler et essayer que les gens se connectent dessus. Ça va être aussi de la redirection de trafic, exploiter des failles de sécurité classiques, des failles HTTP, des cookies non sécurisés. Le but, voler des sessions, installer des malwares et s'intégrer dans le réseau et dans la machine de la personne. On cible qui? Encore une fois, des voyageurs d'affaires, mais aussi des décideurs, des secteurs sensibles. Cette pratique se professionnalise, donc les Wi-Fi sont ciblés pour atteindre les personnes voulues. L'impact, les vols d'identifiants, des accès à des comptes, l'espionnage industriel. Donc, encore une fois, le Wi-Fi public est la cible privilégiée de certains cybercriminels et ne permet pas d'avoir une défense sûre lorsqu'on essaye d'accéder à un réseau. Enfin, un exemple concret, les faux Wi-Fi d'aéroport. Donc, quand vous allez faire des voyages d'affaires ou des voyages même personnels, souvent à l'aéroport, en transit, lorsqu'on est en phase d'attente, on va vouloir se connecter à Internet et potentiellement utiliser le Wi-Fi public. Depuis quelques années, il y a beaucoup de campagnes qui visent ce genre de cas. Donc, on fait confiance au Wi-Fi de l'aéroport, on voit
Free Airport Wi-Fi et on va vouloir se connecter. Beaucoup de campagnes aujourd'hui visent ces aéroports un peu dans le monde entier, mais surtout en Europe, aux États-Unis. Donc des grands aéroports pour dupliquer les noms d'aéroports gratuits, de Wi-Fi d'aéroports gratuits. Donc c'est le principe d'Evil Twin. On va simuler via un hotspot Wi-Fi le nom d'un Wi-Fi public sur lequel on a envie de faire confiance et booster le signal. Donc avoir un signal plus fort pour que le device, l'appareil qu'on va vouloir connecter, privilégie ce hotspot lors de la connexion. Derrière, les systèmes de connexion vont rediriger vers une page pour s'enregistrer et du coup donner des mots de passe, des informations de carte bancaire par exemple. C'est là que l'attaque commence. Elle va aussi peut-être pousser la pratique de man in the middle pour intercepter certaines données. Donc là encore, on va utiliser ce canal pour voler des identifiants, installer des malwares et créer des failles de sécurité pour attaquer la machine de l'utilisateur, mais potentiellement aussi le SI complet de l'organisation. En parlant du coup d'un cas de faux Wi-Fi d'aéroport, en 2025, il y a eu une arrestation en Australie pour le faux usage de Free Airport Wi-Fi frauduleux qui a eu lieu et qui montre que c'est une pratique de plus en plus courante et qui se propage dans tous les grands aéroports. Donc, encore une fois, même dans des lieux réputés sur lesquels on a envie de donner sa confiance, le Wi-Fi public peut rester dangereux. La meilleure protection, du coup, n'est pas atteinte et permet les attaques. Le risque est donc réel. Et pourquoi vos collaborateurs l'utilisent-ils? Alors déjà, 70% des voyageurs d'affaires utilisent les Wi-Fi publics. C'est énorme et c'est une pratique très courante. Donc pourquoi vos collaborateurs, malgré ces risques, l'utilisent? C'est souvent lié à un manque d'alternatives simples. On va se connecter au Wi-Fi parce que c'est présent, c'est simple et on a envie d'y faire confiance parce que c'est rattaché à la marque de l'aéroport, de l'hôtel. Au-delà de ça, on va essayer de trouver des méthodes de sécurité qui vont permettre de ne pas avoir ces risques dans le Wi-Fi. Donc, on va souvent penser directement au VPN. Le VPN n'est pas forcément une solution magique. Alors, pourquoi ça? Alors, déjà, premièrement, le VPN ne va appliquer une protection qu'après la première connexion. Donc, il faut déjà avoir une connexion Internet pour pouvoir activer son VPN. Mais c'est déjà trop tard. Lorsqu'on se connecte au Wi-Fi, dès la connexion, on l'a vu avec les exemples juste avant, il y a des échanges d'informations. Le tunnel VPN n'est établi qu'après cette connexion. Donc, c'est déjà trop tard. On arrive aussi avec l'oubli d'activation du VPN. Donc, le VPN, sa protection va dépendre de l'utilisateur. Il faut qu'il l'active et c'est facile et rapide d'oublier de l'activer, ce qui fait que la protection n'est pas présente. Donc, une seule connexion sans protection suffit à exposer ces identifiants et à ouvrir la porte à une attaque. On a aussi le cas des Wi-Fi compromis. Le VPN va protéger les données lorsqu'elles trafiquent, lorsqu'elles bougent. Elle ne protège pas d'un réseau qui est compromis initialement. Donc, on l'a vu avec le cas des dark hotels. La problématique est que le réseau initial a déjà été attaqué et a ouvert la porte à des attaques malveillantes. Le VPN est aussi une protection incomplète. Elle ne protège pas tout, elle ne va pas chiffrer toutes les données. Donc, selon le VPN et les configurations qu'on va utiliser, certaines informations restent visibles et en clair. Le VPN ne protège pas non plus des exfiltrations locales, une fois qu'on est déjà présent dans le réseau ou au niveau de la machine. Enfin, l'accès aux données n'est pas totalement présente. Donc, je l'ai déjà dit, le VPN ne protège les informations qu'au transit et il ne va pas bloquer la capture locale. En conclusion, le VPN est un élément supplémentaire, mais qui n'est pas magique. Il ne va pas remplacer une hygiène numérique
forte, donc avec du MFA ou d'autres solutions, et n'est qu'un outil supplémentaire en surcouche de l'état initial. Donc oui, comme l'a dit Galad, pourquoi les utilisateurs ils prennent ce risque? Parce que du coup, on le sait tous un peu que le Wi-Fi public, c'est pas sécurisé. Mais très souvent, la société va mettre une forte pression pour désactiver le roaming, puisqu'il va y avoir des coûts qui sont très importants. Certains pays, 1 méga, c'est 15 euros. Donc si on fait 1 giga, c'est 15 000 euros. Donc imaginons qu'un utilisateur fait 15 000 euros de facture. Je pense que quand il va revenir à la société, ça va être très compliqué pour lui. Et s'il existe des forfaits, les forfaits généralement sont très restreints. Ça va être 1 ou 2 gigas, toujours à des coûts très importants. Mais 1 ou 2 gigas, si on connecte son PC, on fait très peu de choses. Donc ils sont en voyage à l'étranger, ils doivent travailler, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils aient une solution. Donc, comme on l'a vu, 70% des utilisateurs se connectent au Wi-Fi public et donc mettent en péril les données de leur ordinateur et de la société. Donc, ils sont exposés à de nombreuses failles. On a vu les différents cas qui ont été expliqués. Et ça, c'est que quelques cas parmi tant d'autres. Il y a des situations, il y en a énormément. Tous les jours, il y a de nouvelles techniques. Donc, on expose l'ordinateur et on expose la société avec des impacts qui peuvent être très importants, que ce soit un impact financier. Donc, parce que toutes les données, si c'est de la recherche et développement, ça peut être des années de recherche qui fuitent en quelques secondes au niveau de la réputation de la société. Si toutes les données, si c'est des données utilisateurs qui fuitent, ils perdent de confiance de ces personnes-là et aussi du juridique, parce que du coup, il faut mener des actions au niveau du tribunal. On sait très bien que les hackers, ils ne sont pas au coin de la rue, ils sont à l'autre bout du monde. Donc, tout ça, ça prend beaucoup de temps et au niveau ressources, c'est très, très important. Donc, on voit très bien la dualité entre le Wi-Fi public qui va être ouvert à tous avec un trafic partagé. Vous allez tous être connectés au même Wi-Fi, ce qui peut entraîner une interception de données qui est très, très simple, quand bien sûr le Wi-Fi, c'est un vrai Wi-Fi. Donc, faire un faux Wi-Fi, moi, je me connecte sur mon téléphone, là, je change le nom de mon point d'accès, je mets Wi-Fi public, potentiellement des gens de mon entourage peuvent se connecter chez moi et ça prend quelques secondes. Donc, ça, on peut tous le faire, même vous, avec votre téléphone, vous pouvez faire un faux Wi-Fi public juste pour tester, vous verrez si des gens se connectent. En parallèle, vous allez avoir le réseau cellulaire, où là, vous allez être authentifié. Vous allez avoir un profil eSIM qui est à vous, qui va être authentifié, ou un profil eSIM, ou une carte SIM d'ailleurs, sur du cellulaire, qui va être authentifié et qui va être vraiment à vous. Il va pouvoir se connecter à un réseau dédié. Donc là, c'est vraiment votre connexion qui va se faire avec un chiffrement natif et un opérateur reconnu. Imaginons, vous allez en voyage au Japon, le réseau, par exemple, vous êtes sur NTT Docomo, si ça scanne, si votre téléphone scanne NTT Docomo, ça sera NTT Docomo. Il n'y a pas quelqu'un qui va mettre une fausse antenne avec ce nom-là. Donc là, au moins, vous allez être sécurisé. Donc, il faut vraiment toujours penser, Wi-Fi public peut être dangereux, le cellulaire, c'est beaucoup plus sécurisé. Et l'idée, ça va être de pouvoir utiliser de la eSIM. Donc la eSIM, ça va être une solution qui va être très très simple, puisque c'est activable où que vous soyez dans le monde, vous pouvez l'activer. Pas besoin d'avoir de la carte SIM physique. On vous envoie un QR code ou un code d'activation. Vous avez juste à le scanner. Ça va installer le profil eSIM. Donc c'est extrêmement simple. L'idée, c'est que vous gardez votre forfait actuel pour les appels et les SMS. Donc, vous restez joignable où que vous soyez pour vos collaborateurs, vous recevez vos messages. Et quand vous êtes à l'étranger, ou imaginons vous êtes sur votre territoire, on va prendre l'exemple de la France, vous êtes sur l'opérateur Orange, là où vous êtes, il n'y a pas de réseau Orange, potentiellement, avec une eSIM, vous pouvez passer sur le réseau SFR, Free ou Bouygues. Donc, c'est vraiment possibilité de passer toutes les données de data sur votre eSIM et vous gardez les appels SMS sur votre abonnement classique. Et en plus de ça, donc la eSIM, ça va rendre la possibilité, ça va vous donner la possibilité d'avoir l'Internet où que vous soyez. Et grâce à UBG, en fait, vous allez pouvoir maîtriser cette connectivité. Votre service IT va avoir une plateforme de gestion, donc permettant de voir l'ensemble des lignes disponibles, d'envoyer les QR codes aux utilisateurs, de choisir le forfait, de pouvoir faire un suivi de consommation en live, voir où sont les profils eSIM, tout ce qui se passe, mettre en place des seuils d'alerte. Donc vraiment, ça va être une solution complète qui va vous permettre d'avoir Internet dans plus de 200 destinations à travers le monde via 330 opérateurs partenaires.
Parce que là, c'est vraiment, on est connecté à un opérateur local. On va regarder l'exemple du Japon. Vous avez Ubiji, vous allez au Japon, votre profil eSIM est reconnu sur le réseau NTT Docomo ou KDDI comme un utilisateur local, puisqu'on a un partenariat en direct avec eux, donc ce qui est encore différent du roaming. Et en plus de ça, bien sûr, vous allez accroître la sécurité puisqu'on élimine le Wi-Fi public. Et pourquoi l'intérêt est d'agir maintenant? Parce que déjà, donc, le Wi-Fi public, il y a de plus en plus d'attaques. Donc vraiment, tous les jours, des attaques à ce niveau-là. Il y a de plus en plus de téléphones compatibles eSIM. Et d'ailleurs, dans les sociétés, avec le renouvellement des flottes, qui est généralement effectué tous les 2-3 ans, la quasi-totalité des smartphones sont maintenant compatibles eSIM. iPhone, c'est depuis de très nombreuses générations. Et maintenant, les téléphones Android, que ce soit du milieu de gamme ou du haut de gamme, il y a la compatibilité eSIM. Et surtout, cette technologie, elle est mature depuis un moment maintenant. C'est vraiment standardisé. Nous, rien que Ubiji, ça fait déjà 7 ans qu'on commercialise des offres via de l'eSIM. Donc, ça fait au moins 8-9 ans qu'on travaille sur ce type de technologie. Donc, on la connaît. Et même si pour beaucoup, la eSIM, ça reste quelque chose de nouveau, ça fait maintenant très longtemps que ça existe. Au-delà de la sécurité, bien sûr, il va y avoir le nerf de la guerre, ça va être les coûts. Puisque là, fini le bill shock. Comme je vous ai dit, le cas de 1 euro, de 15 euros pour 1 méga, c'est une réalité. On a des gens qui sont devenus clients chez nous maintenant, qui en Côte d'Ivoire ont fait 1,5 gigas, ça leur a coûté 22 000 euros, versus 9 euros chez nous. Donc, ils avaient quasiment 100% de réduction de coût. Au-delà de ça, vous allez pouvoir aussi fixer des budgets. Puisque, imaginons, vous prenez un forfait fixe, vous savez à l'avance ce forfait à combien il va vous revenir. Et là, vous allez avoir des forfaits avec possibilité de faire réellement de la consommation. Les forfaits 1 giga, 2 gigas, c'est terminé. Là, vous pouvez avoir jusqu'à des forfaits 50 gigas, jusqu'à de l'illimité. Donc, il y aura forcément un volume de consommation qui va être adapté à votre utilisateur et vous savez le prix à l'avance. Et en plus de ça, votre équipe IT se libère du micro-support, puisque là, c'est eux qui vont tout configurer à l'avance, et ça va vous faire du gain de jour homme, ce qui est aussi très important, et ce qui coûte très cher dans ce type de situation. Au niveau de la flexibilité, comme on vous l'a indiqué, l'iSIM, c'est installable de partout dans le monde, avec un téléphone compatible. On propose aussi de la carte SIM physique si besoin, mais là, c'est vraiment le fait que l'iSIM puisse être installé où que vous soyez. Votre utilisateur, il est à l'étranger, il dit « mince, j'ai oublié d'avoir une offre pour l'étranger ». Il peut contacter par SMS son équipe IT, il envoie le SMS, on lui répond avec un QR code, il l'installe. C'est vraiment extrêmement simple. Et en plus, donc, le déploiement au sein de la société peut se faire petit à petit. En termes de visibilité, l'équipe IT verra tout ce qui se passe, verra est-ce que le profil eSIM est installé dans le téléphone, est-ce qu'il est activé, où est mon utilisateur, est-ce qu'il est dans le bon pays, est-ce qu'il a le bon forfait. Donc, tout ça, eux, ils auront la visibilité via la plateforme de gestion, ce qui va automatiquement entraîner une réduction d'une demande de support. On fait une documentation au départ, on explique comment installer l'iSIM, comment la sélectionner. Techniquement, ça prend moins d'1 minute à faire dans le téléphone, donc c'est extrêmement simple, tout le monde est capable de le faire. Bien sûr, l'idée, c'est pas de passer tout le monde du jour au lendemain sur de l'iSIM. Très souvent, nous, nos clients, ils ont une liste de voyageurs très fréquents, des gens qui sont potentiellement quasiment tout le temps à l'étranger. Donc, dans un premier temps, ça va être d'équiper ce type de personnes, parce que premièrement, ça va faire des fortes économies, et c'est des gens qui ont peut-être l'habitude d'avoir des solutions parallèles, non validées par la société, et au moins, eux, ils auront une expertise et pourront faire le retour sur les informations à transmettre aux autres employés. Ensuite, on peut équiper les gens qui sont amenés à voyager un petit peu moins fréquemment que la phase pilote, mais d'autres personnes qui voyagent, on les équipe avec une carte SIM physique ou une SIM. Comme ça, petit à petit, l'offre fait son nid au sein de la société et ça permet de s'habituer. Et progressivement, on peut basculer l'ensemble des terminaux sur cette technologie. Comme je vous l'ai dit, ça peut être autant pour de l'étranger
que pour des gens qui voyagent dans leur propre pays. Quand il y a plusieurs réseaux, imaginons que vous avez des commerciaux, ils sont amenés à faire des présentations via un PC ou une tablette. S'ils sont chez le client, on sait très bien que se connecter au Wi-Fi, c'est toujours une galère. Le temps de trouver le mot de passe, il y a la moitié de réunion qui est terminée. Au moins là, il se connecte. Si ça ne marche pas avec son opérateur classique, il peut se connecter sur les autres opérateurs. Donc vous êtes sûr que votre employé aura du réseau là où il se trouve, dans les pays où on a plusieurs opérateurs. Et par la suite, vous pouvez même directement connecter vos PC, mettre une SIM dans le PC ou une SIM physique selon le matériel que vous avez. Comme ça, vous êtes équipé, même plus besoin de faire du partage de connexion, parce que c'est vrai qu'on autorise le partage de connexion dans toutes les destinations, mais ça, c'est même plus la peine. Vous ouvrez le PC, ça fonctionne. Donc, c'est encore plus facile. Ça permet d'économiser en plus la batterie du smartphone. Donc, on va parler de 2 cas donc de clients réels. Le premier cas est d'avocat qui a préféré qu'on teste son nom, qui est client depuis maintenant plusieurs années. Donc, ils ont un vrai retour, ils nous ont fourni un vrai retour avec donc, un peu plus de 400 utilisateurs qui sont maintenant actifs et qui couvrent 25 destinations. Eux, leur problématique, c'était que d'avoir des avocats qui se déplacent un peu partout dans le monde, principalement l'Afrique, mais ils vont un peu partout dans le monde. Et en fait, ils ne prévenaient pas leur équipe IT avant de bouger. Donc, à chaque fois, ils faisaient du roaming, ce qui entraînait des coûts très importants, surtout sur la zone africaine où les coûts sont très élevés. Et ils se retrouvaient souvent bloqués par l'opérateur ou par la société qui recevait des alertes et qui leur demandait d'arrêter de consommer. Donc, eux, ils sont passés avec nous avec une offre au compteur, ce qui signifie que quand ils vont à l'étranger, par défaut, ils ont un prix par pays qui est proche des offres et des prix locaux. Donc, ils vont à l'étranger, ils activent leur eSIM, ça fonctionne. Pas besoin de prévenir l'IT, pas besoin de prévenir qui que ce soit pour le voyage, ça va fonctionner tout de suite. Comme c'est des prix proches des opérateurs locaux, forcément, en termes d'économie, ça va être très, très important pour eux. Et comme on couvre plus de 200 destinations, bon là, eux, ils voyagent dans 25 pays, ce qui est déjà pas mal, mais comme on a plus de 200 destinations, ils sont sûrs que quand ils vont à l'étranger, ça va fonctionner. Donc, c'est vraiment idéal pour eux. En plus de ça, l'équipe IT peut quand même voir ce qui se passe. D'un simple clic, ils peuvent voir où sont les utilisateurs. Il y a une map monde, ils voient exactement où ils sont. Donc, c'est extrêmement simple pour eux de gérer leur Internet maintenant. Deuxième cas, ça va être la société Rocket Frères, donc qui, eux, a fait un témoignage, qui donc travaille dans le secteur pharmaceutique. Eux voyagent dans plus de 50 destinations. Donc, c'est vraiment sur tous les continents. Ils sont autant en Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, un petit peu en Europe, mais ils voyagent vraiment partout. Et eux, leur première problématique, c'est 50 destinations. Il y a forcément des destinations qui sont à des prix exorbitants. Donc, c'était la gestion des frais de roaming. Donc, c'était très, très cher. En plus de ça, j'en ai parlé un petit peu au départ, au niveau des options dans certains pays, c'était 1 giga, 2 gigas maximum. Et du 1 giga, des fois, l'option, ça coûte entre 50 et 100 euros selon le pays. Donc, ils étaient très limités avec un coût très important. Et en plus de ça, la gestion IT est complexe parce qu'il faut contacter l'opérateur. L'option, des fois, ça sera pour le premier du mois suivant, où ça met 1 semaine à se mettre en place. Donc, autant vous dire que si la personne prévient trop tard, il n'y a pas d'option possible et c'est les coûts classiques de roaming. Et là, potentiellement 15 euros le méga, donc 15 000 euros le giga. Donc là, eux, ils ont vraiment apprécié la solution puisque c'est eux, ils ont les profils SIM ou les cartes SIM, ils les ont à disposition dans leur stock chez eux, sur la plateforme. C'est eux qui font l'installation. Ils peuvent le faire via un logiciel de gestion de téléphone, donc ils peuvent le faire à distance, choisir le plan, le plan de données, comme on l'a vu tout à l'heure, soit une offre au compteur, soit on met un forfait si le voyageur a prévenu en avance, avec une couverture mondiale. Et eux, donc, leur témoignage, c'est que dès la première année, ils ont fait 80% d'économie sur leurs frais de roaming. 80% pour une grosse société avec 200 collaborateurs, ça représente un montant qui est très important. Bien sûr, comme on l'a dit, couverture mondiale, donc ça couvre toutes les destinations. Au niveau de la gestion de l'équipe IT, extrêmement simple. Ils ont la plateforme, c'est fini de contacter l'opérateur par email ou par téléphone. Et comme je disais, potentiellement que l'option soit mise 1 semaine après, donc quand la personne sera déjà revenue de voyage.
avec une transition qui a été extrêmement fluide. Comme on a vu sur le schéma tout à l'heure, ils ont commencé par quelques utilisateurs. Ensuite, de plus en plus de gens ont connu l'offre, sachant qu'en plus, cette société Rocket Frères, ils font des awards tous les ans sur différents types de nouvelles technologies qu'ils utilisent. Et Transatel a gagné justement un de ces awards via UBG. Enfin, l'équipe en tout cas qui a mis en place a gagné un award parce que la solution UBG a vraiment simplifié leur quotidien, que ce soit les utilisateurs qui voyagent ou l'équipe IT. Donc vraiment, il y a beaucoup d'intérêt à passer sur ce type d'offre. Pour conclure, du coup, comme vient de le dire Kevin, la solution via Blissim et du coup via UBG vous permet de maintenir un contrôle IT via un portail centralisé. Ça vous permet du coup de ne plus manipuler de multiples cartes SIM physiques et de tout faire à distance et en temps réel. Vous gardez aussi le contrôle sur les activations, les suspensions et le suivi de votre consommation partout dans le monde et pour tous vos collaborateurs. D'un point de vue sécurité, on l'a vu au début, il y a de plus en plus de risques cyber qui existent. Par exemple, un rapport récent de l'ANSSI montre que ces attaques, par exemple avec le Wi-Fi public, s'accentuent et deviennent de plus en plus industrielles. Des packages complets existent aujourd'hui pour créer son propre point d'accès Wi-Fi public avec des pièges qui sont déjà intégrés. Le cellulaire, du coup, avec l'eSIM, vous permet de garantir la confidentialité de vos échanges et la sécurité de vos données dès la première connexion. Avec, du coup, l'expérience et l'aspect technique de Transatel, on garde aussi un cœur de réseau propriétaire. On évite les dépendances avec des tiers, on ne change pas de SIM selon la région, on maintient le contrôle. Ce n'est pas comme certaines autres solutions qui pourraient utiliser des profils chinois ou américains ou d'un autre pays. On contrôle toute la chaîne. On maintient du coup via ça la souveraineté aussi. Transatel étant une entreprise française, toutes nos données sont routées et hébergées en Europe dans des data centers certifiés ISO 27001. Donc, la sécurité est garantie. Et on suit aussi la loi et les principes de l'Europe et français, donc via la RGPD. La confiance est maintenue et on garde cette notion pour toutes les opérations à l'international. Donc, pour conclure, l'eSIM vous permet de garder une connectivité sécurisée, maîtrisée et partout dans le monde. Donc, vous gardez le contrôle, on augmente la sécurité et on maintient la souveraineté. Merci à tous d'avoir participé au webinaire. Si vous avez des questions, profitez-en pour nous les poser. On se fera un plaisir d'y répondre. En parallèle, sachez qu'il est possible d'avoir des estimations si vous désirez faire un diagnostic par rapport à vos consommations actuelles, à votre situation, qu'on vous présente vraiment l'offre, la plateforme. Vous pouvez nous contacter, soit sur le site UBG for Business. Vous allez sur le site UBG, vous choisissez la solution business et comme ça, vous pourrez remplir un formulaire ou bien directement m'envoyer un email à l'adresse, je vais donner l'adresse générique, comme ça, moi, je suis sûr que tout le monde va le recevoir. Chez nous, à l'adresse sales, SALES, @transatel.com. Donc, ça sera moi ou un de mes collègues qui vous répondra. Si besoin, si c'est pour des succursales, on peut répondre en plusieurs langues. On peut répondre en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en japonais. Vous envoyez l'email, en cas, nous, on vous fait un retour. Diagnostic, présentation de l'offre, de la solution technique, de la plateforme. Vous aurez toutes les informations. Donc, est-ce que quelqu'un a une question ? On est là pour, surtout, je vois que vous êtes quelques-uns en ligne. Donc, posez-nous vos questions. Vous avez aussi les sondages qui sont en cours, qui vous permettent de participer. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent plus d'informations sur l'offre en elle-même, sur la plateforme Webikeo, on a déjà fait un premier webinaire où là, on présentait vraiment l'offre en elle-même.
bien sûr, on parlait aussi de la sécurité. Mais là, c'était vraiment sur l'offre UBG for Business complète. Donc, vous pouvez regarder, il y a le replay qui est disponible. Et puis, s'il n'y a pas de questions, on va vous libérer. On attend une toute petite minute. Alors oui, Didier, un replay est prévu. La plateforme va mettre à disposition un replay. Donc, ça sera tout à fait disponible sur Webikeo, comme le replay de l'autre webinaire. Donc, vous y aurez accès. Bonne journée, Thomas. Merci. Bon, écoutez, on va vous laisser. Sauf s'il y a une dernière question de dernière minute. Écoutez, on vous libère et on vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.